Cosette. Qu'est-ce que c'est censé représenter, l'Élysée? Moi, je suis jamais rentrée au palais de l'Élysée, c'est vrai. Même dans une journée du patrimoine et tout ça, je n'ai jamais été là. Ça, c'est comme le découvert, ça. C'est-à-dire que ça ne m'a rien rappelé. C'est bien édité, là, c'est bien. Non, c'est vrai. Une campagne présidentielle, parce que c'est comme ça, parce qu'elle concentre beaucoup de choses, c'est totalement déraisonnable. La monarchie présidentielle est folle du début à la fin. Le plus proche de ce qu'on peut ressentir, c'est la rencontre amoureuse. C'est profond, sentimental, épidermique, enthousiasmant. Ça vous emporte, comme le vent, comme vous sentez le vent sur une plage. La campagne, c'est aussi l'apprentissage de ses propres émotions, de son imaginaire. C'est une belle expérience humaine. Je remercie le ciel, moi qui y crois, de m'avoir permis de connaître cette expérience. C'est fantastique. C'est une exigence, c'est un devoir, c'est une mission, mais c'est pas un plaisir au sens... c'est pas une jouissance. Non. Ah non, vraiment pas. C'est plus un calvaire. C'est un marathon, ça dure 1 an, pratiquement. Il faut avoir une santé de fer. C'est indispensable. Pendant 5 mois, 6 mois, j'ai dormi 2 heures par nuit. Le corps résiste, puis il flanche après. Donc voilà, on va jusqu'au bout, on meurt après. Et c'est parce que ce n'est pas fait pour se faire plaisir que ça a encore plus de prix. Vous comprenez? Ça n'a de sens que parce que c'est plus grand que nous. Vous avez une émotion en vous, hein, de bien-être et de reconnaissance. L'émotion, elle est le premier jour de la campagne et le dernier jour. Le premier, lorsque tout seul, on vient se présenter devant les Français, avec cette prétention immense, revendiquer d'être le prochain président de la République. Et le dernier jour de la campagne, quand les Français vous ont permis d'être à la hauteur de la première déclaration. Quand on vous a répondu oui à l'interrogation que vous posiez au tout début de la campagne. Je veux être votre prochain président. Vous êtes le président. J'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République. Françaises, Français, j'ai pris la grave décision d'être l'an prochain candidat à la présidence de la République. Je compte être le porte-parole fidèle de tous ceux qui travaillent durement toute leur vie. Et c'est la raison pour laquelle, ici à Tulle, devant vous, mes amis, j'ai décidé de présenter ma candidature à l'élection présidentielle à travers la primaire du Parti socialiste. L'issue... Une déclaration de candidature, ça ne doit pas être une démonstration. Ça ne doit pas être un discours. Ça doit être une proclamation, comme quand on déclare à une personne que l'on veut s'engager pour elle. Il y a d'abord beaucoup de candidats ou de candidables qui se sont cassés la gueule dans leur annonce de manière terrible, spectaculaire. Aujourd'hui, les Françaises et les Français ont le droit de connaître le choix qu'ils auront à faire. C'est à eux que je dois annoncer mes intentions. Balladur a assez sensiblement manqué son annonce. Il était derrière un bureau comme celui-là. C'était pas bon. Donc, moi, j'ai eu la chance de pas trop les manquer, même d'en réussir quelques-unes. Tous les grands donnent une certaine solennité
à leur déclaration de candidature. Et ils font comme s'ils étaient au plus près des Français. Donc ils choisissent toujours la province. Comme si la vraie France était là. C'est-à-dire qu'on passe du hors-sol à un faux enracinement, qui n'est que de la mousse médiatique, qui n'est rien qu'une mise en scène. Je voulais, ça c'était en 2007, je voulais que l'image dise quelque chose. Ça disait quelque chose d'une idée d'enracinement et d'horizon. C'était émouvant parce que c'était le village de lointaine origine de ma famille. En plus, c'était à côté de l'aéroport pour que les journalistes qui suivent ces événements puissent venir. Je suis candidat à la présidence de la République. C'est pas une phrase anodine, voilà. Ça, bien sûr, ça charrie des choses. Et vous avez chaque fois l'impression que ça serre un peu la gorge. J'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République. C'était solennel quand même. Dire à des journalistes « je suis candidat à la présidence de la République », il y en a qui ont dû sourire, bien entendu. Qui ont dû se moquer du bouseux qui sort de son coin, sûrement. Mais peu importe, on m'en fout de ça. Ça peut paraître peut-être un peu surréaliste, ça nous semble un peu surréaliste aussi. Mais je crois qu'on arrive à un point que la ruralité étant délaissée au point où elle est, ben on se sent un petit peu dans l'obligation de vouloir défendre ce territoire. Alors l'annonce, le mieux, c'est TF1. Naturellement. On y arrive, Christine Boutin. Est-ce que vous avez pris votre décision? Oui, j'ai pris la décision de me présenter à l'élection présidentielle. Et je vous remercie de me donner l'occasion de m'adresser directement aux Français pendant quelques instants. Mais cela dit, on s'imagine que c'est très important, mais ça n'a aucune importance. C'est pas... on se met ça dans la tête, tous les candidats, les électeurs, tout. Je pense que ça n'a absolument aucune importance. Sauf que ça aide, naturellement, pour la notoriété. Mais Boutin, elle était connue pour le Pax. Voilà, Boutin, oui, elle passe aux 20h, elle se présente à la présidentielle, puis c'est tout. La vie chère, c'est l'euro. Les délocalisations, c'est l'euro. Le chômage, c'est l'euro. La misère et la pauvreté, c'est l'euro. Alors moi, je vais vous dire une chose très simple. Je serai candidat en 2012 à l'élection présidentielle pour en finir définitivement avec ce poison. Avec ce poison, nous allons en finir. Je m'adresse à vous, aujourd'hui, ici, dans cette mairie de la province d'Auvergne, pour vous dire que je suis candidat à la présidence de la République française. Ça, à mon avis, on ne peut pas faire une campagne assise. Ça fait partie encore. La campagne se fait debout. Parce que la campagne, c'est une marche. Vous partez d'un point pour arriver à un autre. Et vous ne pouvez pas le faire en étant assis, et moins encore étendu sur un canapé. Début de la campagne, j'étais confronté au fait que t'es pas crédible. Être facteur et candidat à l'élection présidentielle, c'est pas crédible. J'avais dû avoir une petite brève dans un journal pour dire que j'étais candidat à la présidence. Et donc un collègue vient me voir et il me dit « Mais Olivier, j'ai vu que t'étais candidat à la présidence ».
Je lui dis non, rien, je sais, je me fais pas d'illusions, mais tu sais, nous on y va pour défendre des idées, et je commence déjà à sortir mon baratin qui ne me quittera plus. Il me dit, je sais, mais tu sais bien que tu peux pas être président de la Poste, ça n'existe pas, ça. Et je lui dis, non, mais je sais, Philippe, je suis pas candidat à la présidence de la Poste. Il me dit, mais... il me tape sur l'épaule, il fait, ah ouais, tu m'as fait peur. Et il me dit, mais t'es candidat à quoi, alors? Mais je lui dis, et là, grand blanc, parce que je vois le gouffre qui me sépare de ce qu'il a dans la tête, de là où il faut que je l'emmène. Je lui dis, je suis candidat à la présidence de la République. Et là, il me tape sur l'épaule encore plus fort. Il me dit, putain, t'es vraiment trop con, Olive, franchement. Jusqu'au bout, tu nous l'auras toute faite. Est-ce qu'on peut dire bonjour d'abord? Pour moi, aller vers les gens et leur tendre la main, c'est naturel. Ça a été très difficile à acquérir. Parce que ce dont les gens ne se rendent pas compte, c'est que tendre la main, quand on est identifié, connu, on sait qui vous êtes, c'est facile. Mais tendre la main, quand personne ne sait qui vous êtes, c'est très très difficile. C'est un plaisir à condition que ce ne soit pas mécanique. Il n'y a rien de pire que de répéter à chacune ou à chacun la même phrase. Et quelquefois se prendre à être soi-même dans cette attitude, qui est souvent inévitable, tellement le monde autour de soi est important. Mais je crois qu'il faut garder ce lien personnel, donc savoir ce qui va toucher et ce que l'on va pouvoir recevoir. Parce que le plus beau dans un bain de foule, c'est pas tellement ce que vous donnez, c'est ce que vous recevez. À tout risque, quelquefois, un jour, j'ai failli être étouffé comme ça par une dame qui m'avait planté sa langue dans la bouche et qui me tenait par la nuque. Et il a fallu que la police pratiquement l'étrangle pour lui faire lâcher prise. Elle avait fait une crise de tétanie. C'était le baiser qui tue, quoi. Le baiser mortel, c'est épouvantable. Vous avez des gens qui vous parlent en vérité. Et là, il y a un moment, une rencontre humaine qui est dans la vérité. Et quelle est votre nationalité? Française. Vous êtes française et vous? Algérienne. Vous êtes algérienne, oui. Et vous êtes en France depuis combien de temps? 61. Et comment est-ce que vous travaillez Non. Et vous avez combien d'enfants? 7 enfants, c'est bien. Et alors comment? La dernière. C'est la dernière? Oui. Voilà. J'ai 7 enfants. Vous avez 7 enfants? Voilà. Ah bon, et vous habitez à Gagny? À Gagny, oui. Oui, et vous êtes française, vous? Voilà. Vous êtes française, vous n'avez pas de problème particulier, mis à part que vous avez une grande famille. Vous savez, pendant cette campagne, ce que j'ai découvert, c'est que la France n'était pas le département des Yvelines. Ça peut paraître évident, et ça fera peut-être sourire, mais il n'empêche qu'on a tous tendance à juger ou à prendre des positions en fonction de sa propre histoire, de son propre milieu, sans regarder au-delà. Venez que je vous présente alors. Tu as là l'autre, le frère de James. Attendez, monsieur Louvet, là. Alors, un agriculteur, maire de Le Tourneur, qui est le président de la fête des jonquilles. Nous allons fêter les jonquilles samedi chez lui. Monsieur le maire, voilà. Dommage. Je ne pourrais pas être là pour les jonquilles. Voilà. J'ai les yeux écarquillés lorsque je traverse le pays, donc j'avale les territoires. Je rencontre des personnes absolument éblouissantes, des petites gens. Je suis accueillie par les mineurs, à Mazingarbe par exemple, des personnes qui ont été maltraitées par l'histoire, par l'économie, et qui sont là, dignes, simples, extrêmement hospitalières.
Je visite un immeuble où il y a des rats, où les murs sont délabrés, où tout tombe en ruine et où en même temps les enfants sont joyeux, où les femmes sont courageuses, où moi je m'effondre en larmes parce que je me dis que c'est pas possible que ce soit le même pays, c'est juste pas possible. Et ce sont les femmes qui me consolent, ce sont elles qui me prennent dans leurs bras et qui me consolent. Ce n'est pas une difficulté pour moi parce que c'est de là que je viens. La plupart des gens, on a entendu récemment des gens qui disaient « je veux aller voir vivre les vrais gens ». Ben, mon pote, si tu n'as jamais vu vivre des vrais gens, je ne te conseille pas de te lancer dans cette élection. Il y a des moments où j'en avais un peu ras-le-bol, d'écouter des gens sur leur sujet très précis, ce qui est à peu près normal, hein. Ils sont tous... chacun, là où il est, pense qu'il est le centre du monde et que sa cause est la cause qu'il faut défendre dans le monde. Donc quand vous êtes candidat à la présidentielle, évidemment, il essaie de vous convaincre que c'est sa cause qui prime. Il y a une chose qui est quand même bizarre, c'est qu'on ait donné la construction d'un lotissement, on est 60 maisons. À côté de ça, bien À côté sûr. de ça. Donc, la politique, c'est aussi avoir de la patience. Une grande patience. Et une grande tolérance. Voilà. D'écouter les autres, même quand ça vous ennuie. Notre équipe de collage colle environ 250 à 300 affiches de 9h, 21h à 11h, 23h, 23h30. Voilà l'affiche. Dans la nature, bien entendu, c'est la ruralité, la France des différences, le thème, pour bien montrer effectivement ce que voulait dire notre campagne. Le fait de répondre à cette commande, de dire à quoi tu veux ressembler sur l'affiche, quelle image de toi tu veux donner, ben, je disais, mais je veux donner l'image que je suis moi, ça devrait suffire. Je suis quelqu'un de bien, c'est pour ça qu'on m'a choisi. Il y avait des jeunes camarades qui trouvaient qu'il fallait quand même avoir une image un peu plus... voilà, sortir un peu des affiches traditionnelles. Donc ils avaient fait venir une dame, qui était certainement une très grande artiste, hein, mais qui, fur et à mesure qu'elle parlait, elle avait eu des exigences vestimentaires pour venir prendre la photo, etc. Et ça ne me correspond pas du tout. Et au bout quand même de, je ne sais pas combien de temps, où il y avait la discussion entre cet artiste et puis mon équipe et moi, ils ont senti que si ça durait encore quelques minutes de plus, j'allais prendre la poudre d'escampette. Donc ils ont renoncé au projet, puis on est retombé dans des affiches, en effet, un peu traditionnelles, mais qui correspondaient un peu mieux à mon image quand même. L'aigle américain s'apprête à sortir. 1, 2, 3. Superbe, superbe. Le sourire est magnifique. Attention. Oui, oui. Maintenant, une deuxième. Et au moment où je dirai 3, vous allez dire Ouistiti. D'accord. Je dis 1, je dis 2, je dis 3. Ouistiti. Non, ça va pas. Le photographe était très bien, la maquilleuse aussi, mais moi j'étais claquée. Mais ce qui est très difficile, enfin, c'est à la fois une satisfaction, une fierté, et puis aussi un agacement, c'est de voir sa photo partout. Quand tu es dans la campagne officielle, tu vois ta binette partout. Alors tu te dis, ah là, où est-ce qu'ils m'ont placé là? Franchement, les salauds. Ou alors, c'est épouvantable cette affiche, ça va pas du tout. On aurait dû écrire ça en plus gros, ça c'est trop petit. Enfin bon, voilà. C'est cette espèce de renvoi de son image personnelle. Enfin pour moi n'était pas très agréable. Non, j'ai pas vécu le moment où il y avait toute où j'ai vu ma tête sur toutes les affiches, parce que ça c'est le temps de la campagne, et moi le temps de la campagne en fait je suis ailleurs. Moi je me voyais pas, je m'entendais pas, j'avais pas le temps, et
Et on est dans le speed. C'est après coup que la vie... C'est après l'élection présidentielle qu'on se rend compte de ce qui s'est passé, en fait. Dans un tout petit hameau, il y a peut-être 3 boutiques, 100 habitants peut-être. Et il est 9h du matin, je rentre dans le bistrot, et d'un seul coup, tout le monde se tait. Silence. Là, je me dis, il y a quelque chose qui se passe. Mon visage doit correspondre à quelque chose de nouveau pour eux. Et je m'en suis aperçu, effectivement, à cette occasion, parce que tout de suite, ils sont venus me voir, mais qu'est-ce que vous faites là, etc. Donc, dans un des plus petits hameaux de la France profonde, on reconnaît mon visage. Donc, il s'est passé quelque chose. Vous comprenez, cette ivresse-là, dire ça c'est moi, et on parle de moi partout, c'est une ivresse qui ne m'atteint pas. Je ne suis pas sensible à ça. Peut-être j'aurais pu l'être beaucoup plus jeune, mais comme les affiches étaient ratées et que je me trouvais vraiment pas photogénique, ça m'en a guéri. Non, je n'ai pas ce genre d'émotion. Ceux qui vous diront que quand ils sont reconnus alors qu'ils étaient inconnus, ça leur fait pas plaisir, ne les croyez pas. Mais ça, c'est au tout début. Au tout début. Vous êtes un peu flatté. On vous reconnaît, vous êtes une personnalité. Et puis très vite, ça devient quelque chose d'assez oppressant. Vous êtes observé, vous êtes tout le temps observé. Vous êtes toujours en représentation. Vous n'avez plus de moments intimes. Il faut faire très attention. C'est très perturbant. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, marchons à cul, Quand vous prenez la parole devant 500, 1000 personnes, 2000 personnes, vous sentez, je comprends les artistes qui remercient leur public, qui ont besoin de leur public. Nous, les hommes et les femmes politiques, nous sommes aussi un peu des personnages de spectacle. Donc on est un peu comme eux et on sent très bien la salle. On sent très bien quand on captive la salle, on sent très bien quand elle est hostile, on sent très bien quand ça marche, quand elle répond ou pas. C'est assez étonnant du reste. C'est assez, je dirais, jouissif, hein, cette réalité-là. J'entrais généralement d'ailleurs sur l'ère des esclaves de Nabucco. Et selon un certain rythme qui mettait la foule, le public en situation, et brusquement, il y avait une montée musicale, et j'en profitais pour entrer. Ces jeunes gens et ces jeunes filles vont devoir affronter demain, quand ils sortiront du nid douillet que leur font leurs parents, les réalités cruelles et implacables de la vie qui, elles, ne s'en laissent pas compter. Je m'affirme avec fierté et honneur un homme de droite. Je suis le perturbateur
un cheval noir. La petite bête qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. C'est une prestation généralement d'1h15, 1h30. C'était à peu près ma longueur de discours habituelle. Eh bien, dans des salles qui sont très souvent surchauffées, n'est-ce pas? Parce que même si elles n'ont pas de chauffage, elles sont en 37 degrés. Et c'était physiquement assez éprouvant, il faut le dire. Je pense même que ça a été évalué. Je crois qu'on perd 1 kilo ou plus. Eh bien, la gauche, c'est une étiquette dont les hommes de la bourgeoisie couvrent une image frelatée. Ce n'est pas aux travailleurs de laver et de relaver une étiquette salie pour qu'elle resserve pour les tromper encore et toujours. À un moment, on a dit les meetings, ça sert à rien, plus personne ne fait de meeting. Et moi, j'ai toujours fait des meetings, je vois que tout le monde y est revenu, d'ailleurs, tous les candidats, parce qu'en réalité, c'est vraiment une rencontre entre vos idées et le public que vous avez au meeting. Et ça, c'est... Qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux quand on milite politiquement que ça ? Nous, on avait des salles qui dégueulaient, les gens étaient dehors. Nous, il y avait de la couleur, il y avait des gens qui gueulaient, qui gueulaient n'importe quoi. C'était anarchique, qui n'attendaient pas le début du meeting pour commencer à parler. C'était génial, c'était super. Ça, quand t'as ça, t'as besoin de rien d'autre. Hein. Le PS, avec ma candidature, aura au moins une personne qui n'aura rien d'autre en tête que de vouloir discuter politique, idées, programmes, propositions, qui aura en tous les cas pas en tête un accord politicard à la mort moelleux, parce que moi, on m'achètera pas avec une circonscription électorale, un strapontin ministériel, et j'en suis plutôt fier, parce que ça fait de moi quelqu'un de libre, parce qu'on va pas m'acheter avec une circonscription électorale ou un strapontin ministériel, et voyez-vous, j'en suis plutôt fier, parce que moi, on m'achètera pas avec une circonscription électorale ou un strapontin ministériel, et j'en suis plutôt fier. Vous avez ces meetings qui succèdent. Et alors, le piège dans ces meetings qui succèdent, c'est bien sûr, vous parlez à chaque fois. Mais les gens qui sont là, ils vous ont pas entendu à chaque fois. Mais vous avez l'impression que vous radotez. Faut se laver le cerveau en se disant, mais non, je leur ai pas dit ça aujourd'hui. Parce que des fois, au milieu de votre intervention, vous dites, mais je l'ai pas déjà dit ça au début. Mais non, c'était hier, j'ai dit ça. Quand vous êtes face à une foule de cette étendue, vous pensez à ce qu'elle va être votre travail, c'est-à-dire ce qui est attendu de vous. Il y a donc une pression terrible qui s'exerce. La moindre hésitation, le moindre lapsus, la moindre erreur, c'est peut-être ou bien le ridicule, ou la contre-performance, ou beaucoup de dégâts de fait. Et il faut être pénétré de sa responsabilité, on n'est pas là pour soi. La campagne de 2012 de Jean-Luc Mélenchon, le rassemblement de la Bastille, le rassemblement de la Canebière, le rassemblement sur la grande place de Toulouse. Il faut être un tribun, oui, pour parler devant des dizaines de milliers de personnes et capter l'attention par l'intelligence de vos propos, par la force de vos propos. Et je voyais d'un seul coup de nouveau des gens qui espéraient. À la Bastille, d'abord, personne n'avait prévu qu'on boucherait tout le boulevard de la place de la Nation à la Bastille. Pour rassurer mes alliés à l'époque, on leur avait raconté qu'on n'occuperait qu'un bout de la place, parce qu'ils me soupçonnaient de mégalomanie. Et nous sommes arrivés, comme il y a des images, comme une marée, les gens déplaçant en même temps qu'on avançait les barrières, si bien que quand j'arrive en haut, je commence par rire. Où on était disparus tout ce temps. On se manquait, on s'espérait, on s'est retrouvés.
la jubilation pour un tribun d'être place de la Bastille, le symbole maximum qu'on peut faire pour un homme qui se considère comme un héritier de la Révolution de 89. Moi, je suis en plein dans cet imaginaire-là. Génie de la Bastille, qui culmine sur cette place, nous voici de retour, le peuple des révolutions et des rébellions en France. La Mutualité, je m'en souviens, parce que c'est un des rares meetings, c'est un des derniers, et parce que c'est un très, très beau meeting, très, très chaleureux, avec un public voilà, qui a très envie. Donc nous arrivons à faire de la politique ensemble à la Mutualité. Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République. C'est à ce moment-là que la politique, c'est être ensemble, penser ensemble, agir ensemble, dégager ensemble l'horizon, se mettre ensemble pour, voilà, pousser les nuages et puis s'armer de courage, d'audace et se dire c'est là que nous voulons aller, c'est là que nous arriverons ensemble. C'est très trompeur en fait, hein, parce que les gens que vous rencontrez, ils ont plaisir à vous rencontrer, bien évidemment. Mais c'est pas parce que vous faites des salles pleines, c'est pas parce que des gens vous embrassent, c'est pas parce que des gens vous applaudissent que ça va se transformer en vote. Ça, c'est une illusion. C'est une sorte de drogue de la campagne, mais c'est une illusion. Donc je suis entre 2 et 3 dans les sondages, et tout d'un coup je m'aperçois que chaque fois que je croise un groupe d'adolescents, ils font « mais eux ». Et je dis à mes collaborateurs de l'époque, je dis « mais qu'est-ce que c'est ce truc ?» Et l'air gêné, ils me disent « tu sais, les guignols maintenant, chaque fois qu'ils te montrent et que tu parles, ils font « mais eux ». Mais eux. Et je dis, faites-moi un montage montrez-moi les séquences. Et il m'apporte une cassette avec 1 heure montée bout à bout de cet exercice. Eh bien, moi, je veux être président de la République. Non, mais sérieux. Eh bien quoi? Oui, je veux être président. François. Ben quoi? Tu sais bien que c'est pas possible, Enfin, on en a déjà parlé, tu te souviens? Mais je veux être président. François, faut être raisonnable. Et pourquoi je pourrais pas? C'est le seul moment de ma vie politique, il était minuit ou 1h ou 2h du matin, où j'ai eu envie d'arrêter. Ma sœur m'a appelé, elle a dit, écoute, on va aller se faire voir, tu vaux mieux que ça, tu vas pas supporter ça toute ta vie, c'est trop dur, et tout ça. Et là était le creux. Mais si on veut des hauts, il faut accepter les creux, hein, c'est comme ça. Alors les écolos, de temps en temps, disaient les vacheries. Je répondais aussi. Hein. Les verts sont dangereux. Vous avez, j'espère, noté comme moi qu'il y a une faute au mot vert. Il faut enlever le T. Parce que c'est ces petits machins gluants qui vous rentrent partout, qui vous pourrissent le fruit, vous ne les voyez pas arriver, et vous avez une société que vous ne voulez plus. Les coups de l'extérieur, c'est juste normal. Vous avez des adversaires, des concurrents et des adversaires. Je ne trouve pas ça indécent ou incorrect. C'est juste le jeu. Par contre, que des cadres du Parti vert soient aussi cyniquement absents de la campagne et me cirent la planche en permanence, ça oui, ça dégoûte. Et elle est à 2% depuis une dizaine de mois. Hein. Alors c'est une sorte de plat là qui est très mauvais. On ne sait pas exactement qui est Voynet. Et donc il y a un problème de sa propre identité et de la manière dont elle la montre à nos concitoyens, dans les médias et même à ses amis. C'est quand même assez incroyable ce mouvement qui m'a élu plutôt que Nicolas Hulot, quoi. Ça c'est le domaine de la... Moi j'y croyais absolument pas et je le souhaitais pas vraiment.
Au fond. Au fond, mais oui. Mais une fois que c'était fait, c'était trop tard. Ça m'a surpris un peu quand même, parce que Madame Joly est une franco-norvégienne. Attends, qu'elle retourne en Norvège. Non, attends, il faut arrêter, quoi. Je veux dire, merde. Par exemple, Eva Joly qui dit « Ah, moi je suis française », ok. Mais si on est français, il y a des cours de français, on ne peut pas avoir cet accent-là qu'on veut se présenter comme présidente. C'est inaudible. Je ne me rendais pas compte que mon accent serait un problème, non pas pour être compris, parce que je pense que tout le monde comprend quand je parle, mais parce que ça rappelle perpétuellement mon origine. Cela est exprimé très crûment par François Fillon le 14 juillet 2011. Il se trouve, je crois, au Sénégal. Il parle de moi et il ne va pas dire la candidate d'Europe Écologie Les Verts ou Eva Joly. Il va dire cette femme. Cette dame n'a pas une culture très ancienne des traditions françaises, des valeurs françaises, de l'histoire française. Et lorsqu'il dit cela, je pense que j'ai autant de présence en France que lui. J'ai fait sans doute plus d'études que lui. Mais mon origine fait que le Premier ministre français peut s'autoriser de traiter une candidate avec ce mépris-là. Et vous dites qu'il n'y a pas de minorité ethnique en France, mais des citoyens. Est-ce que c'est pas au fond se voiler la face? Non, il n'y a pas de minorité et je n'accepte pas qu'on définisse des catégories de population comme des minorités. D'ailleurs, quand je demande qu'on les nomme, je me rends compte que tout le monde fait marche arrière. Et je dis qu'il y a des identités, je dis qu'il y a des catégories de population qui ont subi effectivement des politiques discriminatoires. Vous mettez en avant votre culture guyanaise. Mais je ne suis pas une minorité. Non, non, je suis guyanaise, fière de l'être, bien épanouie, me vautrant dans mon identité. Mais je ne suis pas une minorité. Tout candidat, tout naturellement, quoi qu'on en pense, même si on le pense et on le sait ultra minoritaire, on ne dit pas que c'est le candidat de, en cherchant une petite catégorie. C'est le candidat d'un parti, par exemple. Il y a des partis qui ne passent pas la barre de 5% et qui vont régulièrement à l'élection présidentielle. On ne dit pas que c'est le candidat du parti. Moi, non, je suis la candidate des minorités, des communautés, de l'outre-mer, etc. Parce que, voilà, avec la tête que j'ai, je ne peux pas représenter ni la totalité des territoires, ni la totalité des citoyens. C'est juste inconcevable. Eh bien oui, je suis une femme et j'ose me présenter comme candidate à la présidence de cette République d'hommes. C'est légal et pourtant cela choque, cela paraît étrange, même aux hommes de gauche, et cela doit l'être puisque je suis la seule. J'ai 34 ans quand je me présente et je crois que c'est pas tellement... Enfin, dans les commentaires à l'époque, c'est pas tellement ça qui m'a été reproché, c'est plus que j'étais pas à ma place, quoi. Bon, il y en a qui se souviennent du général Bijard qui avait dit que pour me calmer, il fallait me marier avec un parachutiste, comme ça serait très bien. La petite Laguier, là, qui est mignonne, la petite employée de banque, là, il y en a 1,30 qui ont voté pour elle, alors tout ça, c'est un peu les exciter. Et la petite Laguier, faut la marier à un second maître ou à un parachutiste et on n'en parlera plus, quoi. Ce qui est curieux, c'est qu'aucun des grands partis de droite ou de gauche n'avait pensé qu'une femme pouvait justement être candidate, mais voilà, c'était presque un reproche qu'on ose présenter une femme travailleuse. Ça continue. Ça continue le sexisme. Mais c'est vrai que dans la campagne de 95, je l'ai senti très fortement parce que j'étais une femme et une jeune femme. Donc la tendance au paternalisme d'un certain nombre de journalistes masculins était manifeste. Je me souviens d'une émission de télévision, c'est Bilalian qui m'interroge à la fin du journal, et il m'appelle par mon prénom. Dominique, que pensez-vous d'eux, etc., etc. Alors, on va en parler de ce projet. Dominique, vous permettez? Oui. On va en parler. Je me souviens avoir vu des articles écrits par des femmes qui étaient peut-être encore pires, qui consacraient
pas mal de lignes à la description de mes cheveux, de ma façon de me tenir. Alors, puisque c'est la dernière, avant de sortir d'ici, vous allez enlever ce très léger maquillage qu'on vous voit pour la première fois ou vous allez le garder? Écoutez, je sais pas, j'y ai pas trop pensé. C'est pas trop de ça dont j'espérais qu'on allait parler ici. Bien, merci. Christine Claire. Monsieur Fidel Castro est actuellement à Paris. C'est votre type d'homme, Monsieur Castro? Je pense que l'idée que quand même, une femme présidente, est-ce qu'elle aura les épaules assez larges? Est-ce qu'elle aura l'autorité, la force d'assumer cette responsabilité? La misogynie est quand même extrêmement présente dans la société française. Une fois, quelqu'un met en ligne, avec une agence de publicité, une chanson. Alors c'était une jeune femme qui se tortillait beaucoup d'ailleurs, et qui disait « Prends le pouvoir sur moi ». Alors j'étais tétanisé. Je veux que tu sois comme un passage piéton, un repère en béton, pas un truc en carton. Tous mes amis, mais quoi? Comment as-tu pu avoir une idée pareille, d'une propagande aussi indécente et sexiste, etc. Je n'y suis pour rien, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas d'où ça sort. Et on a appris que bien après, que c'était une agence de publicité qui avait trouvé cette manière de faire de la pub pour cette jeune chanteuse. Bon, moi j'avais dit, j'ai pas du tout l'intention de prendre le pouvoir sur cette femme, d'autant que ça m'a l'air assez épuisant. Bon, et puis c'est passé comme ça, dans une blague, l'affaire s'est éteinte. Mais c'est pour dire, il y a eu des moments comme ça de surgissement d'humour imprévu ou d'humour collectif que bon, j'ai adoré, parce que vous n'avez plus besoin de vous casser la tête, la campagne se fait toute seule, quoi. Change avec moi, je veux François Bayrou, qui met l'homme au centre du monde. François Bayrou, yeah, yeah. T'auras mon vote, Bayrou, ma voix, Bayrou, mon bulletin dans ton François Bayrou s'avance prudemment. À l'extérieur, des jeunes viennent de lancer des pierres. À l'instant, les vitres viennent de voler en éclats, simplement parce qu'on est venu avec le maire de Strasbourg et le président de la communauté urbaine visiter une mairie de quartier. Une demi-heure plus tard, il faut tout de même quitter les lieux. Mais pas question pour François Bayrou d'en rester là. Il souhaite s'expliquer avec les jeunes. Il y a des incidents de campagne qui tout d'un coup changent quelque chose. Et ils changent quelque chose pour une raison très précise et qui est peu analysée. C'est qu'ils révèlent aux gens qui vous êtes. Quand j'ai appris qu'une chaîne de télévision avait l'image, j'étais vraiment pas content. J'avais peur que ce soit interprété comme un geste, ce que ça n'a jamais été, mais comme un geste brutal. Je vous avoue que j'ai pas réfléchi. C'est simplement, je mets la main dans ma poche, je trouve une main dans ma poche.
Une main de gamin. On a vu un gamin de 10 ans qui a fouillé un moment dans les poches et vous lui avez donné une gifle. Est-ce que vous pensez que c'est une manière de répondre, que c'est ça l'autorité et que c'est la sanction qui doit être instantanée? J'ai été surpris et un peu dérangé par le barouf qu'il y a eu autour de tout ça, des heures et des heures de débat à l'antenne. Bon. Et j'aimais pas ça pour ce petit garçon, parce que c'était quand même lui. Bon. Voilà. Et jusqu'où ça peut jouer en faveur de François? Ah, si ça prend l'ascenseur monte. Hein. Si ça prend l'ascenseur, il y a une volatilité. Là, en ce moment, ça prend l'ascenseur. Je ne sais pas jusqu'où ça ira. Bon, il ne faut pas... Non. Enfin, en tous les cas, ça sera significatif. Il faut comprendre qu'une campagne, c'est ça aussi. Hein. C'est, je dis toujours, c'est du surf. Il faut être présent avec votre planche sur la vague. Il faut se saisir d'occasions, de circonstances, d'émotions collectives, s'en emparer, leur donner un contenu. Et rien dans tout ça n'est indigne. Je vais vous dire, moi je sais pourquoi les Français lisent plus les journaux. Ah. Bah oui. Il faut vous mettre. Mais ils vont sur Internet. Ils vont sur Internet. Et heureusement qu'il y a Internet. Mais c'est pas la parce faute que c'est pas la tous faute ces des journaux. éditorialistes de bazar. On va y parler avec Vincent. Tous ces éditorialistes de bazar qui vivent ensemble, qui font toujours les mêmes articles et qui sont totalement coupés des réalités, qui gagnent un argent fou et qui croient connaître les Français. Ils connaissent plus rien des Français. On va s'en débarrasser un jour. Enfin, venez voir les Français. Allez voir les Français qui vivent, qui souffrent. Non, mais on vit pas dans la lune. Mais on vit pas dans le même monde. Mais oui, monsieur Denisot. Non. Où je suis. Eh bien, donnez-nous votre salaire. Combien vous gagnez? Mais c'est moi qui me paye. Combien vous gagnez? Ça vous regarde. Ça vous regarde pas. Dites-le aux Français. Combien vous gagnez? Vous êtes payé. Vous n'oserez pas le dire. Et on s'est parti comme une fusée. Tout ce que j'avais dû accumuler de frustration est parti. Et cette vidéo est vue à des millions de fois. Et j'ai encore des gens qui m'envoient des messages de félicitations. Et donc le pauvre Apathy m'en veut toujours. Plein les poches. Oui, plein les poches. Donnez vos salaires. Traitez-nous de voleurs tant que vous y êtes. Mais Donnez vos salaires un jour. Traitez-nous de voleurs tant que vous y êtes. Mais plein les poches. Qu'est-ce que ça veut dire? Osez dire votre salaire. Plein les poches. Osez dire votre salaire, monsieur Apathy. Mais mon salaire, monsieur, osez le dire. Je le mérite, mon salaire. Mais peut-être, alors dites-le. Comme vous. Eh bien, dites-le si vous le méritez. Eh bien, je ne vous le dirai pas. Mais c'était pas calculé, c'était totalement improvisé. Et quand je suis sorti même du plateau, j'ai dit à mon collaborateur, merde, j'ai été peut-être un peu loin, mais je ne les supporte plus. Voilà. Et c'est comme ça. Et j'étais un peu emmerdé. Et en fait, ça a été le moment qui m'a donné le plus de succès et qui m'a sans doute fait les 3/4 de mon score à la présidentielle. Non mais, attendez, le général de Gaulle a utilisé la radio parce qu'il n'avait pas la presse écrite. Faisons du judo. Vous recherchez l'audience, vous recherchez les coups, vous recherchez les buzz, ben, je vais vous en donner. Vous assumez le côté populiste qu'il peut y avoir dans cette forme d'expression. C'est pas quelque chose qui vous dérange. Vous parlez des dérapages, du populisme, c'est quelque chose, vous savez, vous en jouez. Mais il n'y a pas dérapage, vous savez, je vais vous dire, c'est le vocabulaire. Oui, mais je le mets en cause, le mot dérapage. C'est le vocabulaire des bons bourgeois qui commence par vous dresser. Tenez-vous correctement, parlez comme nous, faites attention. Comment vous exprimez-vous? Et je suis obligé, l'intellectuel que je suis, qui a écrit 11 livres, de rendre des comptes à je ne sais quelle paillasse qui vient là. C'est pas des comptes? Non, mais je ne vous parle pas à vous. Ah bon, je dis à ceux qui m'ont pris à partie. Moi, je ne me permettrai pas. Ah, bon. Mais ceux qui m'ont pris à partie et qui me disent, mais comment vous parlez? Je parle comme je veux. Le moteur à explosion, il y a à peine 20% de l'énergie de l'explosion qui est transformée en énergie mécanique. Donc je dis à mes amis, ne me demandez pas de transformer un clash médiatique en 100% de bulletins de vote. Ça n'existe pas. Donc il y a beaucoup de déperditions. Mais il y a des tas de gens qui tout d'un coup se disent « Mais c'est vrai, mais c'est bien ce qu'il dit, moi je suis d'accord avec lui, je me sens plus proche de lui que de l'équipe avec laquelle je me trouve, là qu'est-ce que je fais là, je vais aller avec lui ». Mais il n'aurait jamais capté le message s'il ne l'avait pas découvert dans le fracas. Nous accueillons maintenant le dernier candidat pour ce soir. Il est peu connu du grand public, il faut le dire. Philippe Poutou nous rejoint. Bonsoir Philippe Poutou, soyez le bienvenu. Moi je me rappelle, j'ai l'image du début, mais bon, c'est pas l'image d'un super-héros, c'est l'envie de fuir avant de rentrer sur le plateau. Ça, je me rappelle, je rentre sur le plateau avec un camarade, et puis j'avais une grosse panique, quoi, et envie de se barrer. Qu'est-ce qui vous empêche de vous unir tous à la gauche de la gauche? Là, il faut faire court, Philippe Poutou.
Vite fait. Mais 26 c'est secondes pas pour l'adversaire. Les répondre. militants du PC et du PSG sont des camarades de lutte. Donc, s'il y a un succès de ce côté-là, tant mieux, ça nous arrange parce que derrière, ça peut redonner la pêche à ces militants-là. Mais on n'est pas d'accord politiquement sur une chose. C'est que si c'est pour se mettre à la remorque d'un gouvernement socialiste et de Hollande, si c'est pour nous faire le coup de la gauche plurielle, on n'est pas d'accord. Nous, on pense qu'aujourd'hui, pour changer les choses, il faut une riposte unitaire, il faut un outil politique qui soit complètement indépendant du Parti socialiste. Il faut qu'on se batte et on est prêt à le discuter avec les militants du Front de gauche et de lutte ouvrière et du mouvement syndical et associatif. Il faut qu'on se batte tous ensemble pour imposer une vraie politique de gauche. Ah, bravo Philippe Poutou, alors là, chapeau. C'est qu'on n'applaudit pas normalement dans cette émission, mais là, il faut reconnaître que vous avez été d'une précision. Vous avez fait le candidat modèle. Je me suis fait dégommer pendant quand même bonne partie de la campagne par des tas de grands journalistes, même en refusant de m'inviter, que c'était pas normal, contestant la loi de l'égalité de temps de parole, parce que des candidats comme ça, à quoi ça sert, c'est inutile, enfin en rajoutant même des trucs méchants, pas que sur moi, hein, il y avait eu mais bon, des fois j'étais ciblé quand même. Donc il y a eu ça, et puis après il y a eu un côté, Poutou crève l'écran, ou la révélation machin, et c'était exagéré dans les deux sens, quoi. Un style et un franc-parler qui tranchent avec ses concurrents et font de lui le candidat le plus surprenant de la soirée. 24 heures plus tard, Philippe Poutou tient meeting à Paris, toujours dans la bonne humeur. Les caméras n'ont jamais été aussi nombreuses, il s'en amuse. J'ai rien crevé du tout, quoi. Peut-être eux ont été surpris que je puisse faire une émission d'un quart d'heure, peut-être, c'est ça. La presse, elle veut qu'il y ait de l'incertitude. Elle veut qu'il y ait un suspense. Elle veut qu'il y ait un match qui ne soit pas joué trop tôt. Donc elle entretient à un moment l'idée que nous serions dans un creux, dans une période de flottement. Et là, il faut savoir se relancer. Et j'ai appris, c'est vrai, les progressions considérables des rémunération des patrons du CAC 40. 2 millions d'euros en moyenne par mois. Comment l'accepter? 2 millions d'euros. Quel taux d'imposition alors? Et donc j'ai considéré, et j'en fais ici l'annonce, que pour au-dessus de 1 million d'euros par mois, eh bien, le taux d'imposition devrait être de 75%. La mesure a pu créer un débat, créer une controverse, et il y a eu de nouveau un intérêt pour une proposition nouvelle. C'est aussi le fait que, une fois qu'on a présenté ces propositions au mois de janvier, elles sont déjà connues. Donc il est nécessaire, ça aurait pu être une autre proposition que celle des 75%, même si je pense qu'elle correspondait bien à l'attente de justice par rapport à des rémunérations scandaleuses, mais il fallait de toute façon remettre une proposition dans le débat public. Travailleuses, travailleurs. Travailleuses, travailleurs. Travailleuses, travailleurs. Je suis toujours dans le camp des travailleurs. Mes chers compatriotes de métropole et d'outre-mer. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. La prétention que j'ai, c'est de défendre les délaissés, les exclus. Des millions de personnes qui ne trouvent pas leur place dans la société. Pêcheurs, agriculteurs, ouvriers. Ils sont d'une incomparable diversité. On ne les écoute pas, on ne les entend pas, on ne les respecte pas. C'est pourquoi ma priorité, c'est l'emploi. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent en savoir, les hommes qui nous gouvernent? Messieurs De Villiers, Pasqua et Le Pen. Juppé et Balladur. Chirac, Barre, Mitterrand. Georges Pompidou. Les profits du CAC 40 explosent. 100 milliards d'euros. Il y a 8 millions de pauvres, dont 3 millions de travailleurs. Il y a 2 fois plus de meurtres. Il y a 1,4 milliard d'hommes, de femmes et d'enfants À la conquête d'un monde aux couleurs de leurs rêves. Changer d'avenir, changer de politique, changer de président. Le changement, c'est maintenant. 7, 6, 5, 4, 3. Pour la première fois, un militant révolutionnaire a la possibilité de s'exprimer devant vous. Cette possibilité n'est pas le résultat d'une quelconque élection. Cette possibilité n'est pas non plus le résultat de la bonne volonté de l'officine de propagande gouvernementale qu'est aujourd'hui l'ORTF.
On avait 3 prises, on devait être assis derrière un bureau, on lisait son texte. Moi, je peut-être trouille, parce que quand même, j'avais jamais fait de télé. Lire un texte devant la télé, c'était quand même bizarre. Et puis, quand je regarde maintenant, je m'aperçois que le fond était juste, mais le ton, le style était inabordable, ridicule, gauchiste. La réalité, c'est que vouloir marier le profit et la satisfaction des revendications des travailleurs, c'est vouloir marier le feu et l'eau. Je veux dire, je pensais même pas que quelqu'un pouvait boire sa soupe à 8 h du soir et m'écouter. Il serait devenu fou, parce que j'expliquais qu'il fallait une armée ouvrière plus puissante que l'armée bourgeoise, détruire l'État bourgeois. J'ai un peu honte, non pas d'avoir été candidat, mais ce que je pouvais raconter avec un ton, heureusement, j'ai beaucoup appris depuis, et ça se fait plus. Puis ceux qui m'ont succédé après, Olivier Besancenot, Philippe Poutou, heureusement, ils sont normaux. Ça a été, pour moi, l'épreuve la plus grande de ma campagne. Mes chers compatriotes, dans ce second rendez-vous, je vous parlerai de la famille comme véritable socle du renouveau de notre pays. Mon clip était nul, parce qu'on n'avait pas du tout le temps de le préparer. J'étais épuisé, c'est en fin de campagne. J'étais absolument sur les rotules. Le type qui faisait les prises de vue, je ne sais pas si je fais un amalgame ou un procès d'intention, mais manifestement, Boutin, c'était pas sa tasse de thé. Mon projet pour la France est axé sur le respect de toute personne et sa responsabilisation dans la société. Je veux donc me battre. Là, j'ai appris une chose importante, c'est qu'il faut toujours, mais c'est vrai pas seulement en politique, mais il faut anticiper. Il faut toujours anticiper. Il faut être prêt avant. Or, dans une campagne comme celle-là, je vous dis, on court après l'heure d'avant. On est toujours en retard, quoi. C'est toujours en train de courir de façon... c'est véritablement une épreuve sportive, hein. Je crois que personne ne se rend compte de ce que c'est physiquement une campagne. La mienne a duré presque 1 an. Il y a eu 140 heures de télévision, 200 heures de radio. Il y a eu 60 meetings, une dizaine de grands meetings. C'est une prestation physique. Physiquement, c'est dur. Physiquement, c'est dur, parce que c'était tous les soirs. Puis jusqu'à minuit ou 1 heure. Parce que si vous faites votre discours, partez pas après. C'est tous des copains, vous êtes bien obligés de rester. Bon, je vais faire une confidence. Dans toutes les campagnes, la plupart du temps, après les meetings, je dînais avec mes camarades, ce qui nous entraînait très tard dans la nuit, avec les discussions, bien sûr. Et là, en 2007, j'avais cessé ça, quoi. Je mangeais un petit peu avant, voire un tout petit peu après, si j'avais pas le temps de manger avant. Mais c'était fini des repas, parce que là, physiquement, c'était dur. Bon, voilà. La fatigue, c'est-à-dire ne plus avoir envie. C'est-à-dire arriver devant une salle, dire je vais pas y arriver. Voilà, c'est d'un seul coup se dire non, celui-là je vais pas le faire.
Alors vous le faites quand même. Il m'est arrivé donc, à la fin de la campagne, de ne plus avoir de voix, ou en tout cas de voix qui ressemblaient à la mienne. Nous répondrons non. C'est maintenant que nous voulons venir. Maintenant. Maintenant, en 2012. Donc j'ai été amené à prendre je ne sais combien de pastilles pour avoir le maintien d'une voix suffisamment forte et ressemblante pour tenir. En 95, à quelques semaines de la fin de la campagne, je me retrouve un après-midi avec plus du tout de voix, alors que j'avais un meeting à faire le soir. Et c'était un meeting impossible à annuler ou à modifier, puisque j'avais pour une fois une télé qui suivait, qui allait faire des images, etc. Eh bien, il se trouve que je suis médecin. Je suis allée dans une pharmacie, j'ai demandé une seringue et une ampoule de soludécadron et je me suis fait moi-même une intramusculaire de cortisone pour retrouver ma voix le temps du meeting. Voilà. Alors, moi, ce que je redoutais, c'était la piqûre. Parce qu'il y a des piqûres pour les voix. Je dis non, pas de piqûre. Je faisais des otites, je faisais des angines, je faisais des choses qu'on ne comprenait pas. J'avais une jambe bloquée, par exemple. Bon. Et là, je vais avoir un tout nouveau siège de stress. Je vais faire le premier lumbago de ma vie. Et je vais faire des lumbagos à répétition, c'est-à-dire que je finis par aller voir un ostéopathe, je vais voir un kinésithérapeute. Je vais essayer de tenir debout. À plusieurs reprises, j'aurai l'impression de mourir pendant cette campagne. Je n'ai plus de force. J'ai des journées qui font 20-22 heures. Et pas 20-22 heures debout. C'est 20-22 heures à bosser comme une bête. Regarde tout de suite si on peut reprendre le studio. J'ai l'air de me plaindre, je suis pas du genre à me plaindre. Je suis au-delà des limites. Donc, on y retourne. Et puis, dans la joie et la bonne humeur. On ne tombe pas, lorsqu'on est au combat, on ne tombe pas. On n'envisage pas de tomber. On peut être abattu, mais on ne tombe pas. On ne se laisse pas abattre. Donc, on fonce. Moi, je n'ai jamais perdu de vue ces images sans doute extravagantes, mais qui comptent et qui ont un sens, y compris physique pour moi. C'est ces personnes blessées, transpercées de flèches, de lances, mais qui livrent encore le dernier combat, qui donnent encore le dernier assaut. On ne tombe pas, on marche, on avance, et même blessé à mort, et même saignant, on avance. Parce que l'enjeu, ça n'est pas soi. Ce qui est en cause, ça n'est pas sa personne. Les combats qu'on mène, la crédibilité de ces combats, et toutes celles et tous ceux qu'on représente. Donc on ne tombe pas. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la fin de ma campagne. Je suis tombée dans l'escalier du cinéma Les Sept Parnassiens. Je crois que c'était le 3e dimanche avant la fin de la campagne. Et je me casse la figure, je tombe 4 mètres, quoi. Et je perds conscience, je suis hospitalisée, je suis défigurée. Quand j'ai repris conscience, je n'étais pas complètement présent et j'avais l'impression que j'avais quelque chose d'important à faire, mais je me souvenais plus de quoi. Je me suis arrêtée 3 jours, mais pendant les 3 semaines qui restaient, pour sortir, je devais me faire maquiller pendant plus d'1 heure pour cacher l'œuf de pigeon que j'avais et les bleus partout. Et j'ai honoré mes engagements. Je suis allée faire le meeting, je crois que c'était à Nantes. Et j'ai commencé ce meeting par... Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Je veux dire cela, c'est que ça a été un grand privilège pour moi de pouvoir concourir et que je suis fière d'avoir tenu malgré toutes les attaques et je suis fière d'avoir fini même avec ma gueule défoncée. Bonjour, monsieur 20%. 20%, c'est une étape, c'est un signe, en effet. Ça veut dire que
désormais, ça devient possible, c'est à portée de la main. Mais pour moi, je sentais depuis longtemps que c'était en train de se former et de se matérialiser. À bientôt. J'ai toujours eu le sentiment d'être assez équilibré. En tout cas, en règle générale, il y a des moments de fragilité. Quand on vous apporte un sondage où vous avez gagné 5 points et où vous vous trouvez aux portes du deuxième tour, c'est-à-dire de la victoire, je parle de 2007. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas là 1 ou 2 heures de fragile, parce que vous avez la meute des journalistes autour de vous, qui sont là et qui vous regardent avec les yeux qu'on dédie au succès. Et vous-même, vous avez l'impression que ça y est, vous avez trouvé la baguette magique qui permet de vaincre la fatalité. Et tout d'un coup, les vapeurs de tout ça peuvent vous menacer. Dans cette semaine-là, quand les sondages montent, et que tout d'un coup, tout ce qui était interdit devient possible. Je pense que j'ai eu, dans ces heures-là, un moment de ravissement. L'idée que d'amener un combat de plusieurs dizaines d'années et que peut-être le but peut être atteint, alors oui, ça a quelque chose dont on ne touche pas terre, oui. Bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Voici donc arrivé le moment du début de notre grande soirée électorale non-stop jusqu'à 1h du matin. Il ne vous reste plus que quelques instants de patience pour connaître les noms des 2 finalistes, le classement que les électeurs ont établi entre les 10 candidats. Il est vrai que l'élection du président de la République, c'est quand même un acte majeur de notre vie politique. Merci beaucoup de suivre avec nous cette soirée qui s'annonce hyper passionnante, comme disent les jeunes. C'est le cap que prendra la France pour les 5 années à venir qui est en train de se décider. Et les premières indications que nous avons laissent prévoir des résultats sans précédent. Les derniers bureaux de vote ferment à 20h. Cela représente quand même 1/4 des bureaux de vote en France. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes strictement tenus à la plus grande discrétion jusqu'à cet horaire. Merci beaucoup. Il est précisément 19h59. Dans 1 minute exactement, nous connaîtrons le nom des 2 qualifiés pour le second tour de cette élection présidentielle 2012. J'adore les jours d'élection. Toujours, toute ma vie, j'ai aimé les jours d'élection. Je suis très bien, j'aimais ça. Je ne peux pas vous dire autre chose. J'aime les jours d'élection. Je suis très zen, très serein. Vraiment, c'est pas du cinéma. J'ai le sentiment du devoir accompli, j'attends le verdict. C'est comme une apesanteur. Je suis en apesanteur, oui, j'attends. Bon, en règle générale, les résultats ne sont pas à la hauteur de ce que vous espérez. François Bayrou ne réalise pas son rêve d'être numéro 2, mais il est le 3e homme et il réalise un score bien plus important, près de 11 points de plus que ce qu'il avait fait aux dernières élections présidentielles. Plus rien ne peut se passer sans lui. Les défaites, c'est fait pour être surmonté, surtout des défaites honorables comme celle-là. Pas honorables, marquantes. Mais je me disais, c'est pour la prochaine fois. Philippe Poutou qui est à 1,2. Content, ça fait bizarre de dire qu'on est content, parce que content à 1,15, on peut dire ils sont fous ceux-là. Content, si, moi je me rappelle que j'étais un peu rassuré parce qu'on s'était dit, on a fait un petit concours avec Alain Krivine, parce que lui il a fait 0,36 en 74, il faudra vérifier avec lui.
Et lui, il voulait surtout pas qu'on batte son record. C'est-à-dire qu'il fallait pas que je fasse moins de 0,36. Il voulait le garder, son record. Je crois que j'apparaissais comme un dingue. Mais malheureusement, pour beaucoup de gens, y compris des gens proches, c'est à la fois il y avait de la sympathie et en même temps, mais qu'est-ce qu'il va foutre là-dedans? Moi, je me rappelle, j'avais pris le train à cette époque, j'avais rencontré un type, il m'a dit j'ai voté pour vous, juste après. Je dis mais pourquoi vous avez voté pour moi? Ben pour le village, pour les faire gueuler, pour les faire rire. Ah bon, d'accord. On fait un discours devant une salle vide, pleine de militants adorables, et puis on voit que bon, ça y est, plus personne ne s'intéresse à vous, c'est fini, vous passez dans les... Vous savez, c'est comme dans les jeux télévisés où il y a une trappe et le type disparaît, quoi. C'est marrant, bon, enfin c'est marrant, c'est pas drôle quand vous l'êtes. Voilà, vous disparaissez, c'est normal. C'est la loi du jeu, vous avez essayé, ben voilà, vous avez eu... Voilà. Marie-Georges Buffet nous a rejoint. Bonsoir. Je rappelle votre score d'après notre estimation. Donc 2%, vous étiez à 3,37 en 2002. Comment vous expliquez cette chute brutale? C'est des soirées terribles. Hein. Alors le soir encore, vous êtes dans l'action, vous êtes obligé de parler, vous êtes obligé de répondre, vous repassez au siège parce que les camarades vous attendent quand même, vous êtes obligé de parler aux camarades aussi. Bon. Non, c'est les jours qui suivent qui sont les plus difficiles. C'est quand vous réalisez comment je dirais l'étendue, comme on dit, du désastre. Voilà, donc le soir vous tenez parce qu'il faut tenir, parce qu'il faut bien répondre à des journalistes qui vous demandent de commenter votre score. En fait, le résultat, il est interprété par le candidat comme l'échelle de sa valeur. Alors qu'en fait, non. Il y a vous, la dynamique de campagne, votre parti, vos partenaires, et puis le contexte dans lequel vous travaillez. Et en fait, je me disais, dans un autre contexte, j'aurais pu soulever des montagnes. Voilà. Et en fait, je ne doute pas de la qualité de ce que j'ai fait. Je pense que j'ai fait du mieux possible dans le contexte qui m'était offert. Voilà. Chers concitoyens, plusieurs faits majeurs sortent de ce scrutin. Le premier, c'est que je suis ce soir en tête du premier tour. L'enjeu du premier tour, c'était de sortir en tête. Et ce n'était pas joué. Et lorsque j'ai eu donc les résultats, la victoire était inscrite dans le premier tour. Néanmoins, la victoire n'était pas encore réalisée et la campagne d'entre-deux tours a été de ce point de vue déterminante. 5, 4, 3, 2, 1, résultat. Ici la Sofpresse. François Mitterrand, 44%. Valéry Giscard d'Estaing, 33%. Jacques Chaban-Delmas, 13,60%. J'ai vu que les chiffres étaient encourageants, mais ce n'était pas gagné. Et je me suis dit, tout va dépendre, ou beaucoup va dépendre, du débat en tête-à-tête qui était programmé entre les deux candidats. Non, ce sera pour un peu plus tard. D'abord, nous retournons une dernière fois à Saint-Cloud, retrouver Michaël Darmon. Vous voyez Jean-Marie Le Pen se préparer. Michaël, c'est-à-dire qu'on sent là-bas qu'il est en train de se passer quelque chose. Écoutez, je ne sais pas si je suis actuellement à l'antenne. Voilà, je suis à l'antenne, c'est réglé. Actuellement, écoutez, dans quelques instants, donc les résultats ici vont être donnés. Le suspense est à son comble. Jean-Marie Le Pen est enfermé dans son bureau avec ses proches lieutenants et donc attend le moment des estimations et confirmer peut-être ce qu'il a annoncé pendant toute la campagne, c'est-à-dire il y aura une surprise dans cette campagne présidentielle de 2002. Environ 15 jours avant, on m'a dit « Mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous croyez que vous avez une chance ?» Je dis « Écoutez, je sais pas, je vais regarder ma boule de cristal. Attendez, je regarde. Ah, c'est un journal. C'est un journal. C'est même Libération. Et je vois le titre, un titre énorme. Jospin, crucifié par sa majorité plurielle. »
J'en étais bleu. Mon directeur de campagne me dit et si Le Pen est au deuxième tour? Et je lui dis, ah ben, la campagne va exploser au deuxième tour, on va la faire à fond avec une énergie, tu vas voir, ça va être magnifique parce que ça va être une vraie confrontation, valeur contre valeur, vision de la société contre vision de la société, choix d'une société d'égalité, pas d'exclusion, etc. Et il interrompt mon élan parce qu'il comprend que je pense à Jospin-Le Pen. Il comprend donc que je suis dans un schéma qui n'est pas celui qu'il essaie de me souffler. Et il me dit, non mais je te dis, si Jospin n'est pas au deuxième tour. Et je lui dis, arrête tes conneries. Nous sommes au milieu de l'après-midi. Voici notre estimation du résultat du premier tour de l'élection présidentielle. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. L'as-tu cru? Jacques Chirac, 19,8% des voix et Jean-Marie Le Quand le soir, je suis apparu comme en deuxième position, les gens sont étonnés que je ne fasse pas youpi youpi avec mes partisans. Mais moi, je me disais, mais si dans 15 jours se produit l'hypothèse d'une déferlante qui m'amène à l'élection, il faudra que presque immédiatement, je désigne un Premier ministre, un secrétaire général de l'Élysée, etc. Toute cette perspective qui se tient à 15 jours est quelque chose qui me préoccupe et m'interdit une joie de supporter de football. Ça va, mon lapin? C'est merveilleux, vous voyez le bonheur qui explose. C'est pour eux, tu vois, c'est plus que moi, c'est pour eux que je suis heureux. Parce qu'ils ont avalé tant de couleurs, tant de déceptions. Et de calomnie. Ah, moi, je peux me passer de ces plaisirs-là, mais eux... Vous savez, le soir du résultat, je prends un coup sur la tête avec mon résultat. Mais immédiatement, je prends simultanément. Alors là, je suis écrasé par le fait que Le Pen est au deuxième tour. Ça gomme tout. Pour moi, ça a été plus dur que le résultat. Et je me souviens aussi, ça va sans doute surprendre, mais j'ai regardé la télévision et voir Jospin dire « je m'en vais ». C'était, qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Au-delà de la démagogie de la droite et de la dispersion de la gauche qui ont rendu possible cette situation, j'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle. Lorsque le couperet tombe, je réalise ce qui arrive à ce pays. Je me demande ce que nous n'avons pas compris. Ne vous laissez pas berner par les titres de quelques journaux d'ici la fin de cette campagne. On va vous faire croire que Jospin est menacé de ne pas être présent au deuxième tour. Ça, c'est encore un peu plus
prendre les Français pour des imbéciles et les envoyer sur les extrêmes. Jospin sera le candidat au deuxième tour face à Chirac. Alors ne vous inquiétez pas, ne sombrez pas dans le syndrome du vote utile pour les socialistes. Je n'ai jamais eu de sentiment de culpabilité vis-à-vis de la défaite de Lionel Jospin. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que je ne m'appelle pas Christiane Taubira et Jean-Pierre Chevènement. Et que les écologistes ont toujours eu un candidat aux élections présidentielles depuis René Dumont en 1974. Donc s'il faut aller chercher des coupables, c'est pas du côté des écolos. Il faut quand même que tu saches que Schwarzenberg a laissé très clairement entendre sur les plateaux que si tu n'avais pas été candidate, et si tu n'avais pas fait le score que tu fais ce soir, c'est-à-dire plus de 2%, Jospin serait sans coup de rire au deuxième tour. Non, mais... Non, il est bon de le savoir. Voilà, il faut le savoir. pour que Les gars vont le renvoyer au village. De toute façon, on m'a accusé. 15 ans plus tard, on m'accuse toujours. Donc, je n'ai même pas l'illusion, la chimère de vouloir convaincre qui que ce soit. Je suis face à ma conscience et je ne triche pas. Et je sais que ce n'est pas de ma faute. Et je sais qu'on avait calculé sur les voix de mes électeurs. On avait calculé. Je ne fais pas de calcul, moi. Mais on avait calculé. Ceux qui m'accusent avaient calculé. Ils avaient additionné mes voix pour le deuxième tour. Donc je ne vois pas pourquoi je vais me mettre à me culpabiliser, moi. Non, ça n'est pas de ma faute. Même, je vous le dis, dans 350 ans, si vous êtes encore là, moi, il est probable que je sois encore là. Dans 350 ans, je refuserai encore d'assumer une faute que je n'ai pas commise. Pas plus que je n'ai accepté dans le passé d'alliance avec le Front National, et ceci quel qu'en soit le prix politique. Pas plus que je ne l'ai accepté dans le passé, je n'accepterai demain de débat avec son représentant. Il n'y aura pas de duel télévisé entre Jean-Marie Le Pen et Jacques Chirac. Le président sortant l'a refusé, ce qui a provoqué aussitôt une réaction virulente de son compétiteur. C'était un signe, à mon avis, de couardise politique, mais un bon calcul. La preuve, c'est qu'il pouvait, en effet, au cours de ces débats, trébucher et être battu. Et dans un débat de cette importance au deuxième tour d'une élection présidentielle, les conséquences pouvaient en être immenses. Et ses conseillers et lui-même ont considéré qu'il valait mieux ne pas en prendre le risque, même si cela n'était pas très flatteur sur le plan du courage ou de la démocratie. Mesdames, Messieurs, le débat entre les deux candidats... Ce débat était attendu, c'est peu de le dire. Ce débat est maintenant devenu une tradition dans la vie politique française. C'est une tradition de la République très attendue. C'est un moment important de la vie démocratique. Un grand événement sans précédent à la télévision française. Il y a un dernier petit point, c'est le tirage au sort. Monsieur Valéry Giscard d'Estaing, le tirage au sort vous a désigné pour ouvrir cette discussion, donc vous avez la parole. Quelque chose avait été fait qui n'a pas été refait par la suite et qui était une bonne idée. C'est qu'on était face à face, ce qui est normal, mais pas trop loin l'un de l'autre. L'erreur actuelle, c'est qu'on met les candidats trop loin. Et à ce moment-là, il n'y a pas de relation personnelle. Un débat, c'est un débat où on voit l'interlocuteur, on voit comment il réagit, qu'est-ce qui le touche, qu'est-ce qui l'atteint. Eh bien, M. Mitterrand, si on vous a écouté, comme je vous ai écouté avec intérêt, on est convaincu que ce qu'il faut faire, ça n'est pas ce que vous proposez. D'abord, je vais vous dire quelque chose, je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. J'ai un cœur comme le vôtre, qui bat sa cadence et qui est le mien. Il a reçu ça comme un coup de poing dans l'estomac. Et il a perdu pendant quelques secondes son mouvement d'éloquence. Et quand je l'ai revu plus tard, on a parlé de notre débat, et il m'a dit, c'est à ce moment-là que j'ai senti que j'allais perdre l'élection. Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité.
je ne recevrai pas les parlementaires de la majorité à l'Élysée. Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon Premier ministre de collaborateur. Moi, président de la République, je ne participerai pas à des collectes de fonds pour mon propre parti. J'ai senti qu'il ne répondait pas, ce qui me posait, au bout de quelques minutes, un problème. Parce qu'il fallait que je trouve de nouveaux arguments pour moi, président. Je pensais au départ que 3-4 mois président suffiraient et qu'il réagirait. Et il n'a pas réagi. Moi, président de la République, je constituerai un gouvernement qui sera paritaire. Moi, président de la République, j'introduirai la représentation proportionnelle. Moi, président de la République, j'essaierai d'avoir de la hauteur de vue. C'était qu'à la fin qu'il reprend son souffle, et c'est là que je pense qu'il a laissé trop de temps. Et c'était trop tard. Nicolas Sarkozy, vous avez 3 minutes de retard. Oui, monsieur Hollande, vous avez parlé, sans doute pour être désagréable à bon endroit, d'un président normal. Je vais vous dire, la fonction de président de la République, c'est pas une fonction normale. Et la situation que nous connaissons, c'est pas une situation normale. Peut-être a-t-il pensé qu'importait cette faiblesse dans le débat ou cet incident. Ce qui comptait, c'était de s'adresser aux électeurs. Il y a quand même des millions de personnes qui regardent le débat. Et il faut faire très attention. Un débat peut être regardé médiatiquement comme étant gagné, mais en fait, électoralement, ce qui compte, c'est de s'adresser à celles et ceux qui vont être décisifs dans le scrutin. À voter. Voilà, dans quelques secondes, maintenant, il est 20h. Voici notre estimation des résultats de l'élection présidentielle. Jacques Chirac est élu président de la République avec 82,1% des voix. Jean-Marie Le Pen, 17,9% des voix. Est-ce que ça va vous donner un curseur un peu plus à gauche? Pas de déception, non. Non. Plutôt un soulagement? C'est aussi, non, ni soulagement, ni déception. C'était un épisode de combat. J'allais continuer, et j'ai continué depuis. C'est une défaite, quand même. Oui, bien sûr. J'en ai subi beaucoup des défaites. Aussi bien, d'ailleurs, sous le drapeau de mon pays, malheureusement, que sous mon drapeau personnel. Pour moi, l'histoire, c'est l'histoire longue. C'est-à-dire minimum 2 siècles, 3 siècles, etc. Ce qui fait que je pensais aux gens qui avaient exercé cette fonction au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, etc. Et je me disais, il faut être à leur niveau. La France est un grand pays très civilisé, avec une histoire superbe, une culture tout à fait étonnante. Donc le président actuel doit être au niveau de ses illustres prédécesseurs. Tant qu'on ne se voit pas à la télévision, tant que le nom n'est pas proclamé, il est très difficile d'être convaincu
que l'élection est gagnée. Sans doute parce que moi-même, dans mes souvenirs, j'avais eu la révélation de François Mitterrand élu à la présidence de la République en 80 devant la télévision. Je n'avais même pas imaginé que François Mitterrand le savait plus tôt. Je pensais qu'il était comme nous tous et qu'il regardait à 20h et voyait son visage et le découvrait en même temps que nous. Et moi-même, je me suis mis dans cette situation. Je me suis dit, si c'est proclamé à 20h, c'est que ça doit être vrai. On ne va pas donner de mauvais chiffres. Il est 21h, 21h30. C'est là qu'arrivent les premières consultations téléphoniques des chefs d'État étrangers. La première qui appelle, c'est Angela Merkel. Puis ensuite, c'est Barack Obama. Donc, en quelques minutes, le candidat devient le président. Et ses interlocuteurs deviennent les dirigeants du monde. Il y a donc un temps extrêmement court entre la joie profonde, l'émotion irrépressible que l'on peut ressentir et la lourdeur de la responsabilité qui arrive. Ça peut surprendre, mais ça vous enlève très vite cette espèce d'ivresse que l'on peut avoir d'avoir remporté l'élection présidentielle. En un an, j'ai été évacuée 8 fois aux urgences. Je vais avoir le corps complètement détraqué. Et je vais traîner ça pendant 2 ou 3 ans, qui vont générer d'ailleurs des traitements à vie. Parce que quand on a détraqué son corps, il y a des choses qu'on ne peut réparer qu'à petite dose tous les jours. C'est le pire moment de ma vie militante, de mon engagement politique. C'était un moment terrible. Moi, j'ai passé des semaines et des semaines où j'étais au ras des pâquerettes. Enfin, j'étais dans un état de dépression extrêmement violente. J'ai pas pu m'en sortir toute seule, même si ma famille... bon. Mais oui, j'ai été consultée parce que je n'arrivais pas à me sortir de cette souffrance. Ouais, faut oser dire ce mot. Et donc, oui, j'étais obligée de consulter pour qu'on puisse m'accompagner un peu. Bon, j'ai repris une activité ensuite, où il y a eu cette magnifique aventure du Front de gauche, il y a eu tout cela. J'ai été réélue députée. Bon. Vous vous occupez des hommes et des femmes de votre circonscription, bon. Mais je ne peux pas en parler encore aujourd'hui sans que ça me... Voilà. Alors, je ne suis pas un type qui se déprime. Hein. Je ne serai jamais déprimé de ma vie, ça, c'est pas la question, non, non. Rien du tout. Non, mais attendez, la vie, elle est faite de périodes. Vous en passez une, vous passez à autre chose, etc. C'est comme un individu. Il naît, il vit, il grandit, il vieillit, il meurt. Vous passez par tout un tas de stades. Et puis là aussi, vous passez par tout un tas de stades. Mais il faut savoir passer de l'un à l'autre. Comment vous dire? En quelque sorte, je n'arrivais plus à descendre du ring. Parce que la vie entière me paraissait être un combat. Donc mes amis décident pour mon bien que je dois m'en aller. Et donc on m'expédie, il n'y a pas d'autre mot, en Amérique latine, où se tenait la réunion annuelle du Forum de São Paulo, qui est toute l'autre gauche d'Amérique latine, surtout on y va là-bas. Et on me dit, bon, ce soir il y a un meeting avec Chavez. Alors ils ont décidé que tu étais à la tribune et que tu vas parler. Et donc, j'ai fini une campagne, on m'envoie là pour faire baisser l'adrénaline, et me voilà en train de faire campagne avec Hugo Chavez, à 12 000 km de chez moi, avec, bon, dans une ambiance que je ne peux pas vous raconter, qui est une campagne de Chavez dans les Caraïbes. Pour vous donner une idée, on a mis 1h30 à faire 1 kilomètre avec son bus. Hein. C'était reparti à 2000%, quoi. Mais avec ce petit confort c'était plus moi, quoi. Il y avait quelque chose qui m'a frappé,
qui était dans ma tête, quand je marchais dans la rue, je me disais, tu vois, parmi ceux qui sont allés voter, là, 1 sur 5 a voté pour toi. Ça change le regard qu'on porte sur les gens. Oui, je signe le décret de l'interdiction des licenciements. Ouais, mais là, tu me demandes un truc que je ne sais pas faire, je te le dis tout de suite. Là encore ça, avant que j'arrive, mais les photos, alors là, c'est même pas la peine. Si vous voulez un vrai sourire, vous me le dites. Faites-moi un vrai sourire, c'est bien, s'il vous plaît. Bon, ben merci, monsieur Crévy. Mais je vous souhaite bon courage. Sinon, encore il nous en faut, hein. À vous taper. Ouais. Et encore vous êtes sympa, mais... J'ai de l'allure, non? C'est parfait. Alors? Puis quoi, non? Ah, c'est solennel, là. Je peux pas sourire, c'est quand même... J'ai un pays à diriger, là. Allez. Ah, parfait. Messieurs, dames, merci à tous. Au revoir, monsieur. Pourquoi vous mettez ces couleurs? Alors, en fait, ça nous permet ensuite d'incruster des images, si on souhaite, derrière vous. Pas trop de trucs. Non, pas trop de trucs. Donc moi, j'ai tout simplement rendez-vous avec le temps. Finalement, c'est pas votre combat le plus dur, vous diriez? Si on continue la conversation comme ça, debout, en parlant. Vous pouvez parler tout seul. Hein. Vous pouvez parler tout seul. C'est fini? C'est fini. Alléluia. Voilà.